Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans deux textes très courts, mais vraiment d'une richesse surprenante. Ils sont intitulés La vie d'une goutte d'eau. Oui, et la proposition elle est simple, mais géniale. C'est ça. On nous raconte le voyage de l'eau, mais de son propre point de vue. Donc, on va suivre cette goutte à la première personne pour essayer de comprendre ce que cette perspective change en fait. Tout à fait. Au-delà du cycle de l'eau qu'on a tous appris à l'école, l'idée c'est de voir comment cette narration, très intime, transforme notre regard sur un processus naturel qui est fondamental. Exactement. On part du nuage et on la suit dans son périple infini. Et c'est vraiment là que tout se joue. Ce jeu, ce choix littéraire, il change absolument tout. Ah oui, On quitte la science descriptive, le schéma avec les flashs, quoi, pour entrer dans une expérience. oui, c'est beaucoup plus sensoriel. Voilà, un concept qui peut sembler un peu froid, le cycle hydrologique, ça devient soudain une odyssée personnelle. Et le plus fort, je trouve, c'est que les textes y parviennent avec des mots d'une simplicité presque désarmante pour parler de phénomènes très complexes. C'est vrai? Et cette simplicité, ce n'est pas un manque de profondeur, c'est tout le contraire. Elle est là pour nous faire ressentir les choses directement. Absolument. D'ailleurs, ça commence tout de suite, on est tout de suite happé. La première phrase, je suis une goutte d'eau, ma vie commence souvent très loin des regards, dans un nuage suspendu dans le ciel. Hmm, Ce très loin des regards, ça m'évoque immédiatement quelque chose de secret, presque de sacré. oui. Ce n'est pas une origine clinique dans un labo, c'est une naissance poétique, cachée. C'est une excellente façon de le dire. Et ce loin des regards, ça nous rappelle aussi notre propre perspective, nous les humains. C'est-à-dire? On voit la pluie tomber, mais on ne voit jamais vraiment une goutte naître. Le processus de condensation, il est invisible à l'œil nu. Ah oui, c'est vrai. Donc le texte choisit de commencer là où notre vision s'arrête, dans le mystère du nuage. Ça plante un décor qui est à la fois immense et très intime. Et ensuite, il y a le moment du départ. C'est décrit d'une manière incroyablement physique. Il n'y a pas de négociation possible. Non. Sous l'effet du froid, je me forme lentement, puis un jour je deviens trop lourde et je tombe vers la terre sous forme de pluie. Hmm. Ce qui est frappant, c'est l'absence totale de volonté. Il n'y a pas de « je décide de tomber ». Non, c'est une conséquence. Voilà. Il y a une accumulation, un point de bascule et une force inéluctable, la gravité, qui prend le relais. C'est presque un abandon en fait. C'est exactement ça, un abandon à une loi physique. Et cette phrase « je deviens trop lourde », c'est une merveille de simplification poétique. Expliquez-nous ça. Scientifiquement, on parle de coalescence, des milliards de micro-gouttelettes en suspension qui fusionnent, qui s'agrègent, jusqu'à ce que leur masse combinée, soit trop importante pour que les courants d'air puissent les soutenir. D'accord. Mais le texte, lui, il nous fait ressentir le poids, la densité qui s'accumule, jusqu'à ce que la chute soit la seule issue. C'est vraiment le passage de l'aérien, de l'état de rêve suspendu, à la réalité terrestre. Et à la vitesse, oui. Une fois la chute amorcée, arrive le premier contact. Et là, le récit ouvre grand le champ des possibles. Ah oui. Les textes disent « Je touche le sol, parfois une feuille, parfois une roche, parfois un toit ». On pourrait lire ça comme une simple liste. Mais c'est bien plus que ça. Oui, c'est une déclaration d'incertitude fondamentale. Le destin de la goutte, il se joue à quelques centimètres près, quoi. Et ça met en lumière une idée qui est assez contre-intuitive. Il n'existe pas un cycle de l'eau, mais une infinité de trajectoires possibles. Chaque goutte a sa propre histoire. C'est vrai, le point d'impact, c'est la première grande intersection. Le premier choix qui n'en est pas un, mais qui va déterminer tout le reste du voyage. Et le texte enchaîne immédiatement sur cette bifurcation. C'est le carrefour décisif, je cite. Oui, une partie de moi s'évapore rapidement sous l'action du soleil et retourne vers le ciel. Une autre partie s'infiltre dans le sol. En une seule phrase, on a deux destins opposés. Ou le début d'un voyage complètement différent. C'est un contraste saisissant, surtout en termes de temps. De temporalité. Ah oui, hein. L'évaporation sur une surface chaude, un toit en plein été par exemple, c'est le cycle le plus court qui soit. Un aller-retour en quelques heures, parfois même quelques minutes. D'accord. La goutte touche à peine la terre avant d'être rappelée par le ciel. C'est le voyage express en quelque sorte. Alors que l'infiltration, là c'est tout le contraire. Le texte parle d'un voyage lentement, entre les grains de sable et de roche. On sent tout de suite une autre ambiance. C'est ça. C'est un cheminement souterrain, lent, patient, dans le noir. Et c'est plus qu'un cheminement, c'est une plongée dans le temps profond.
Le texte le dit, elle peut rejoindre une nappe d'eau souterraine où je peux rester des années. Des années. Et c'est là qu'on touche à une idée vertigineuse. Le texte est très modeste en disant des années. En réalité, ça peut être des décennies, des siècles, Des siècles, hein? parfois même des millénaires. L'eau des aquifères très profonds, c'est ce qu'on appelle de l'eau fossile. Attendez, ça veut dire que l'eau que je bois, là au robinet, pourrait contenir des molécules qui étaient là avant la construction de ma ville, voire Voire avant la civilisation qui l'a précédée. Oui, c'est une idée complètement folle. c'est exactement ça. Chaque verre d'eau est potentiellement une archive géologique. Certaines de ces molécules H2O, elles ont peut-être été piégées dans un glacier à l'âge de pierre, elles ont fondu lentement, se sont infiltrées Incroyable. et ont voyagé pendant des milliers d'années sous un continent avant de ressurgir aujourd'hui dans une source. L'infiltration, ce n'est pas juste un détour, quoi. Non, c'était votre monde. C'est comme si la goutte d'eau prenait le chemin des écoliers, mais pour une durée de 1000 ans. Elle s'enfonce dans le noir, sans aucune garantie de revoir la lumière du jour de notre vivant. Ce voyage souterrain de plusieurs siècles est fascinant. Mais ça me fait penser, qu'arrive-t-il à la goutte qui n'a pas cette chance, si on peut dire? Hmm. Celle qui reste en surface, exposée à tout. Son histoire doit être complètement différente, beaucoup plus mouvementée. Et elle l'est. C'est l'autre voie, celle de l'action, de l'interaction. Le texte le décrit avec une série de verbes très dynamiques. Oui, j'ai noté ça aussi. Parfois, je rejoins une source, puis une rivière. Je coule, je serpente, je traverse des vallées, des villes et des champs. Le vocabulaire du mouvement est partout. Tout à fait. La goutte n'est plus passive, elle devient une force. Elle n'est plus seule, elle se joint à des milliards d'autres. C'est vrai. Couler, serpenter, traverser, on sent l'énergie. Oui, Elle n'est plus une entité qui subit, elle devient un agent qui connecte les paysages, qui relie la montagne à la plaine, la forêt à la ville. et plus que connectée, elle façonne. Une rivière ne fait pas que traverser une vallée. Elle la crée. Elle la creuse, elle la crée sur des millions d'années. Cette petite goutte, en s'alliant à d'autres, devient une force géologique capable de sculpter la roche. C'est le passage de l'individuel au collectif. C'est ça. Et c'est dans ce collectif qu'elle acquiert son pouvoir de transformation du monde physique. Et dans ce périple, elle rencontre notre monde, le monde humain. Le texte est très direct là-dessus. Elle est utilisée pour boire, irriguer ou produire de l'énergie. Mhm. Son statut change complètement. De phénomène naturel, elle devient une ressource, un bien économique, un enjeu de société. C'est un tournant majeur dans son récit. Et c'est juste après ce passage qu'on trouve une phrase qui, pour moi, est le cœur du texte, d'une subtilité incroyable. Laquelle? Je cite, « Après cela, je retourne souvent à la nature, un peu transformée, mais toujours utile. Tout est dans ces quelques mots. Oui, ce un peu transformé m'a frappé aussi. On pourrait croire que c'est anodin, qu'elle a juste ramassé quelques minéraux en chemin. On pourrait ? Mais le texte semble suggérer quelque chose de plus, une sorte de cicatrice peut-être, une mémoire de son contact avec nous. Est-ce que j'interprète trop? Pas du tout. Non, non, je pense que c'est exactement le sous-entendu. Cette transformation, c'est un mot valise pour tout ce qu'on lui fait subir. D'accord. Si elle traverse un champ, elle va se charger d'engrais, de pesticides. Si elle passe par une usine, elle peut emporter des résidus chimiques. Si elle est utilisée pour refroidir une centrale, sa température augmente. Je vois. Sa composition, sa charge microbienne, ses propriétés physiques, tout peut être altéré. Le texte, avec une pudeur remarquable, nous dit que la goutte qui sort de nos systèmes n'est plus tout à fait la même que celle qui est entrée. Et pourtant, il ajoute juste après, mais toujours utile. C'est une juxtaposition étrange. Ça la dédouane en quelque sorte, non? C'est là toute l'ambiguïté. Et c'est ce qui rend la phrase si forte. Ah. Utile ne veut pas dire bénéfique. Une eau plus chaude et chargée de nitrates qui retourne dans une rivière sera très utile à la prolifération de certaines algues vertes, par exemple. Au détriment de tout le reste de l'écosystème. Exactement. Le texte ne porte pas de jugement moral. Il constate un fait. Même altérée, la goutte d'eau continue de jouer un rôle dans les processus du vivant. Elle continue d'être un vecteur. Mais la nature de ce qu'elle transporte, elle, a changé. C'est une reconnaissance très fine de notre empreinte. Tout à fait. C'est un point de vue incroyablement nuancé. Finalement, que ce soit après le long voyage souterrain ou le périple mouvementé en surface, tout semble converger. Oui. La goutte termine sa course, nous dit le texte, dans un lac ou dans la mer. On a cette image d'arrivée, de dissolution dans l'immensité. On pourrait penser que l'histoire s'arrête là. Ce serait une fin logique, oui.
L'individu qui se fond dans le grand tout. Narrativement, ça se tiendrait. Mais Mais ce serait passer à côté de l'essentiel. L'océan, ce n'est pas un cimetière pour les gouttes d'eau. Et le texte ne nous laisse pas une seconde sur cette impression. Il pivote instantanément. Sous l'effet de la chaleur du soleil, je m'évapore à nouveau, je redeviens vapeur, je monte dans le ciel. Et le cycle recommence. Voilà, ce n'est pas une fin, c'est une métamorphose. Le retour au point de départ n'est pas une conclusion, mais la condition d'un nouveau départ. C'est la clé de voûte de tout le récit. Le voyage n'est pas une ligne droite, c'est un cercle. L'océan, le lac, ce ne sont pas des terminus. Non, Ce sont des aires de repos et des plateformes de lancement pour le voyage suivant. C'est là que la goutte se ressource avant de repartir pour une nouvelle odyssée. Cette circularité, c'est la définition même de la résilience. et la conclusion du texte résume ça avec une force tranquille. Ma vie est un voyage sans fin. Je change de forme, je change de lieu, mais je ne disparais jamais. C'est beau. En fait, ce qu'elle nous dit, c'est simple et c'est incroyablement profond. Je ne meurs jamais, je me transforme. C'est une leçon de résilience à l'échelle moléculaire. C'est ça. C'est la poésie qui rejoint la physique la plus fondamentale. Cette idée de ne jamais disparaître, c'est une traduction littéraire du principe de Lavoisier sur la conservation de la matière. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. La molécule H2O est d'une stabilité phénoménale. Elle peut être glace, liquide, vapeur, mais elle reste H2O. Le texte donne une conscience et une voix à cette permanence chimique. C'est très bien dit. Il personnifie une loi de l'univers, et c'est ce qui lui donne cette portée universelle. Et la toute dernière phrase, elle vient tout éclairer. C'est la morale de l'histoire. Je suis une goutte d'eau, petite, discrète, mais essentielle à toute vie sur Terre. Après cette épopée grandiose, elle nous ramène à son humilité. Et c'est de là que vient sa toute-puissance. C'est le paradoxe magnifique de l'eau. Sa force ne réside pas dans sa complexité, mais dans son omniprésence et sa simplicité apparente. Oui. C'est ce qui connecte l'infiniment petit, une seule goutte, à l'infiniment grand, la biosphère tout entière. Le texte nous fait comprendre que chaque goutte, avec sa propre histoire unique, est un maillon indispensable de cette grande chaîne qui permet à la vie d'exister. Quand on met tout ça bout à bout, le voyage est incroyable. On part d'une naissance presque mystique dans un nuage. Oui. On vit cette chute inévitable, puis ce choix crucial du destin, le long sommeil souterrain ou la vie trépidante en surface. C'est ça. On la voit traverser nos vies, être transformée par nos activités, avant de rejoindre le grand tout, pour mieux renaître. Ces textes y réussissent ce tour de force de prendre un schéma scientifique, global, et de le rendre personnel, presque intime. Tout à fait. En nous faisant voir le monde à travers les yeux d'une goutte d'eau, ils nous font ressentir la connexion profonde qui lie le ciel, la terre et nous-mêmes. C'est une leçon sur la transformation constante. Rien ne se termine vraiment, tout se métamorphose. Et l'eau, c'est le messager de cette vérité, le lien universel qui circule entre tous les règnes du vivant. Et pour finir, peut-être qu'on peut revenir sur cette idée de transformation. Oui. Le texte nous laisse avec une question implicite qui est assez puissante, je trouve. Il nous dit que la goutte retourne à la nature, un peu transformée, mais toujours utile. Oui, et ça me fait réfléchir. Hmm. Si une seule goutte est légèrement altérée par son passage dans nos vies, bon, l'effet est négligeable. Mais quel est l'effet cumulé de milliards et de milliards de ces gouttes transformées, jour après jour, qui retournent aux rivières, aux océans? C'est une très bonne question. Quelle est la nature de cette transformation à grande échelle? Les sources ne répondent pas, mais elles nous obligent à nous poser la question de notre empreinte collective, invisible, sur la mémoire même de l'eau.